Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Grégory Jolivet, qui est vielliste, compositeur et concertiste. Tombé enfant dans l'univers des fêtes celtiques bretonnes et attiré par le son de la vielle, cet instrument traditionnel, il rentre au conservatoire de Bourges à 13 ans dans la classe de Laurent Biteau, suit 5 ans d'études et décroche plusieurs premiers prix. Rapidement, avec son instrument, il prend les routes du baroque, de la musique traditionnelle, renaissance ou contemporaine, et arpente les scènes à partir de 15 ans. Une paire d'années plus tard, il participera finalement à une vingtaine d'albums en solo ou en groupe. Aujourd'hui professeur, concertiste, compositeur, il enchaîne les dates de concert sur les routes de France ou d'ailleurs. Mais la vielle n'est pas la seule corde à son arc. En 2015, la sensation d'un burn-out imminent le pousse à ralentir la cadence. Et Grégory évoque sa rencontre salvatrice avec l'apnée, avec comme aboutissement un projet musical Osmose, dédié au monde aquatique. On a évoqué bien sûr la vielle, cet instrument ancré dans notre territoire. On a parlé du Grand Bleu, de musicothérapie. On a conversé autour de cet état d'équilibre à trouver, toujours, à tout moment, nous donnant aussi quelques clés pour nous détendre. Voilà, c'est une belle rencontre. On se connaissait pas 5 minutes avant l'enregistrement de l'épisode. Et enfin, il nous fait un joli cadeau au début du podcast. C'est lui qui interprète le générique de Goodberry à la vielle. Vous trouverez d'ailleurs l'enregistrement en intégralité à la fin du podcast. Allez, j'arrête de parler et vous embarque à la rencontre de Grégory Jolivet, un apnéiste qui nous plonge dans sa musique. Goodberry, c'est parti. Bonjour Grégory. Salut Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir. Merci, moi aussi. Tu sais que j'avais une shortlist en fait quand j'ai commencé le podcast d'une vingtaine de noms. Oui. Et t'étais dans cette liste, donc je suis ravi de t'accueillir ce matin. C'est super gentil, c'est une super initiative. En tout cas, j'ai suivi 1 ou 2 interviews. Il faudra que je regarde les autres du coup, parce que quand il y a des gens qui prennent des initiatives justement d'interviews ou de collecte, on va dire, ouais. C'est de la collecte moderne. Ou des portraits, je trouve ça super. Merci en tout cas. C'est super d'être invité. On est dehors, on est au Cordelier. Ouais. C'est toi qui m'as proposé de faire l'interview ici, à la fraîche. Bah oui, il fait encore beau, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Et pourquoi les Cordeliers ? Les Cordeliers, c'est un endroit que j'aime bien. Moi, je marche beaucoup quand je rentre de tournée ou de concert. Je marche beaucoup à Châteauroux, dans le parc. Quand j'ai pas envie forcément d'aller en forêt, j'aime bien aller aussi en forêt. Les Cordeliers, c'est une place qui est déjà impressionnante par son bâtiment. Et puis, je trouve qu'il y a la vue depuis Sainte-Hélène là sur le parc de Belle-Île est super. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de descendre en bas. Et puis c'est une place où j'aime bien rester à respirer, observer les plantes, méditer un peu, on va dire, 5-10 minutes. Et puis aussi sur les marches là, en bas, c'est un des repères des apnéistes de Châteauroux pour les entraînements à sec, c'est-à-dire que un apnéiste, quand il n'est pas dans l'eau, il peut aussi s'entraîner à ne pas respirer avec des exercices hypoxiques, notamment la marche. Et le fait d'avoir les rampes, on va dire, c'est un super exercice. Voilà, donc c'est lié l'utile à l'agréable. Wow, voilà. Super. Bon, merci pour l'invitation en tout cas, c'est très bien. Avec plaisir. Alors toi, tu joues de la vielle. Oui. Je voudrais que tu nous racontes ta première rencontre avec l'instrument. Mes parents écoutaient de la musique bretonne. C'est marrant le son derrière, là on entend les tronçonneuses. Ça... Tu veux qu'on change de place ? Non, ça rappelle le son de la vielle. Non, je rigole, ça me fait rire. C'est vivant. En fait, mes parents allaient souvent au festival, tu sais, de Lorient en Bretagne, les fêtes de Douarnenez, les fêtes de la Pomme, là où il y a du fest-noz, où ça danse et ça joue du bignoukos, de la bombarde. Où ça chante, où il y a aussi un territoire qui est très vivant. Et bien, du coup, moi, j'étais fortement attiré par la musique, par la cornemuse quand j'étais enfant. Et puis en fait, il n'y avait pas de cours de cornemuse à l'époque. Donc moi, je suis originaire de Bourges.
Un jour au collège, je vois une annonce, j'avais 12-13 ans, je vois une annonce du festival de Saint-Chartier, donc qui est le festival du son continu maintenant, à Ars, voilà, le festival des rencontres de sonneurs et maîtres sonneurs et de la lutherie. Et du coup, je dirais, j'irais bien là. Je faisais un peu de clavier à l'époque, je tapais sur des barils de lessive, je jouais de la flûte irlandaise, voilà, bon, c'est les seuls instruments que j'avais. Et puis là, je découvre la vielle. En rentrant de ce premier festival, je me dis ah oui, les instruments sont vraiment chouettes, la musique est sympa, ça bouge, c'est convivial, il y a un lien social aussi avec les musiques qu'on fait, on est proche des gens, l'interaction. Et du coup, par chez moi, il y avait juste à la rentrée, mes parents m'ont dit bon bah si tu veux faire de la musique, on va t'inscrire au conservatoire. Donc il y a aussi des associations. Ces instruments-là, on peut les apprendre en association. Et en fait, il y a un prof qui s'appelle Laurent Biteau qui, lui, qui donnait cours au conservatoire de Vierzon, Bourges, et puis Aubigny-sur-Ner. Avec Châteauroux, ce sont les premières classes de vielle qui sont faites en France. Et donc Laurent Biteau, lui, il apprend la vielle, mais sur différentes périodes de styles musicaux. Et du coup, le même week-end, à l'inscription, j'ai un pote, Laurent Fossé, qui a fait un bal folk dans un village qui était juste à côté de chez moi. Et là, j'ai dit, ah oui, le son, c'est vraiment super. Ça m'a vraiment plu. Et puis, je me suis inscrit au conservatoire. J'ai fait 7 ans d'études. J'ai eu mon premier prix à Saint-Chartier, en fait. Donc, je travaillais énormément mon instrument, entre 13 et 18 ans. Ouais, j'ai commencé tard et ce qui était génial avec mon prof, c'est que disons que il y a une question où je lui ai posé une fois où c'était est-ce qu'on peut en faire notre métier? Il me dit mais oui, de la vielle, tu sais, on peut. Enfin, c'était une période où ça commençait vraiment à exploser en termes de lutherie et de musique aussi. Il y avait le Vielistique Orchestra, l'Orchestre National de Vielle-à-Roux, tu vois, c'est un orchestre qui faisait des commandes à des compositeurs contemporains. Ouais. Et puis avec Pascal Lefebvre, ils étaient une dizaine, je crois. Et du coup, mon prof était dans ce groupe-là. Donc, on a bénéficié aussi de l'apprentissage technique de ces musiques. Donc, on jouait de la musique aussi contemporaine, renaissance, traditionnelle, bien évidemment. Tout petit peu de baroque. Et du coup, il y a aussi un compositeur qui a une histoire aussi avec Châteauroux, qui s'appelle Valentin Clastrier, qui a 72 ans. Qui joue sur, je t'enverrai les liens, tu vas voir, ça va te plaire. C'est très rock'n'roll, quoi. C'est un compositeur contemporain pour vielle que j'ai été rencontré plusieurs fois quand j'étais gosse. Enfin, en tout cas, sa musique m'a beaucoup plu et après, je me suis mis à composer, en fait. Oui. Ça m'a amené un peu à la composition, tout ça. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment fonctionne une vielle ? Parce que d'un point de vue extérieur, tu vois, tu as des cordes, tu as des touches, tu as une manivelle. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous expliquer ? Oui, je veux bien. En fait, quand on joue, on voit pas vraiment ce qui se passe dans les impacts de l'instrument. Sur une guitare, tu vois les intentions avec la main droite ou au ukulélé, tu sais, tu peux gratter fort ou moins fort. À la vielle, ça se fait, ça se vit, ça vibre. En fait, l'instrument, il est composé donc d'une caisse de résonance comme soit d'une caisse guitare ou luth, sur lequel il y a une roue, comme une roue de rémouleur, c'est-à-dire que la roue, elle sort de la caisse. Tu as une manivelle. Après, à côté de la roue, tu as un clavier, comme un clavier de piano, on va dire. Ouais. Et à l'intérieur, quand tu ouvres le boîtier, tu as les touches qui sortent. Et sur ces touches, tu as des petites pièces en bois rectangulaires qui vont venir pincer les cordes à la place des doigts. Du coup, c'est un peu comme le système du clavecin ou du piano, sauf qu'on vibre les touches aussi. Donc du coup, on a des cordes sur lesquelles on fait la mélodie. En dessous, le boîtier de la mélodie, on a des bourdons, donc c'est des basses continues, comme sur les grands bourdons de cornemuse, tu sais, les tuyaux là. Donc ça s'appelle le bourdon, le petit bourdon, donc ça bourdonne, ça frise un peu comme son. On joue une musique bourdonnante, quoi, comme les musiques indiennes ou africaines, ou enfin voilà, on est sur une échelle donnée. Et après on module en fonction de cette tonalité. Et puis du coup, le côté qui est derrière le clavier, on a d'autres bourdons mais qui sont aigus et on a les cordes sont donc c'est la corde s'appelle la trompette et la mouche. Et en fait, dès qu'on met cette corde là en vibration sur la roue,
quand on accélère le mouvement main droite, ça va faire grésiller cette pièce-là. Quand tu dis la main droite, la manivelle. Voilà, la manivelle. D'accord. Et avec la manivelle, c'est là où on voit pas tous les impacts. C'est-à-dire pour déclencher cette corde-là, on donne des coups main droite. On peut aller jusqu'à 12 coups de poignet, c'est-à-dire qu'on fait des combinaisons rythmiques avec les doigts. Je montre comme ça, bon, les auditeurs verront pas, mais on tourne circulairement. Et par exemple, si on a une horloge, on va taper le temps à midi avec le pouce et l'avant-bras du poignet. Ce qu'on appelle le coup de poignet. Voilà, il y a plein de termes. Et du coup, si on fait par exemple 2 croches noires, tu vas faire midi et demi, midi, un temps, midi et demi, midi. C'est quand même un instrument extrêmement technique. Quand tu apprends ça, quand tu es jeune. Ouais. Quand tu es jeune, oui, c'est technique parce que en plus la vielle, il faut aussi apprendre à la régler, apprendre à changer les cordes, régler tous les petits sauteraux, là, il y en a une trentaine à l'intérieur du clavier, donc il faut une pince, faut les tourner pour accorder, et c'est un instrument qui bouge avec la température. Donc du coup, il faut apprendre à émettre le son. Par exemple, la mélodie, il faut que tu puisses jouer, quand tu joues, tu peux jouer comme un archet, donc quand tu n'as pas les bourdons, tu peux arrêter la manivelle, la tourner plus vite pour faire monter un petit peu la mélodie. Après, si tu tournes tout doucement, ton son va baisser un peu, mais si la corde appuie trop, ça va grincer, tu vois. Enfin, il y a tout un état d'équilibre à trouver avec le musicien lui-même. Nous, on transmet, mais l'élève, il doit aussi avoir le feeling au fur et à mesure du temps pour faire sonner l'instrument. Et toute cette technique-là, ça t'a pas rebuté ? Non, je crois que ça m'a plutôt canalisé. J'ai voulu aller très très vite au départ et mon prof, il savait pas trop comment gérer le truc. Il a réussi à me canaliser parce que je voulais composer tout de suite. Non, ça a été plutôt au début. C'est pas que c'est facile, mais plus tu progresses, plus ça devient ardu selon la technique. Mais le son se forme aussi. Oui, puis au début, tu sors à son. Ce qui est assez plaisant plutôt que des trompettes ou des trombones où c'est plutôt compliqué au début de trouver. C'est ça. Après, c'est la jonction quand tu veux que ça sonne. Tu fais le coup de poignet à la note, enfin la rythmique à la note, et après tu vas aussi apprendre à dissocier. C'est tout un instrument aussi qui vibre dans le ventre. C'est ça qui est génial. Mais c'est des heures de routine aussi. Enfin, les jeunes, quand ils apprennent, on essaye de leur faire parce qu'il faut, quand tu fais danser, par exemple, je prends une des fonctions de l'instrument. Tu vas jouer, je sais pas, un bal, ça va être 1 heure à 2 heures. Bon, après en audition, ça va être, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes. Faut les tenir, quoi. Mais c'est un des points forts de cette musique, enfin, la musique traditionnelle, c'est de jouer ensemble des airs. Il y a des répertoires, mais sur lesquels tu vas varier. Mais c'est aussi une histoire d'énergie et puis une histoire d'endurance aussi. Okay. Voilà. Il faut apprendre à jouer détendu, je dirais. Et pendant ces années là de conservatoire, quel est le conseil qui te paraît aujourd'hui le plus important ? Persévérer, être ouvert aux musiques en général. Et tu penses que persévérer, les jeunes élèves aujourd'hui ont tendance à lâcher plus facilement ? Après, je dirais qu'on essaye de. Moi, j'adapte parce que j'essaye d'adapter en fait le cursus, la musique aux élèves. Alors après, ça arrive qu'il y en ait qui laissent tomber parce que des fois, ils ont d'autres passions ou des fois, ça peut arriver que ça soit laborieux. Ouais. C'est assez rare, mais après, moi, je mets pas la pression aux élèves. Je fais vraiment au cas par cas. J'ai eu des élèves qui avaient eu des accidents aux mains, tu vois. Ah oui. Donc il y a des morceaux que tu peux pas jouer, donc on écrivait les morceaux ensemble, on adaptait, c'était plutôt thérapeutique ou faire de la musique mais adaptée. Donc moi je me fais un point d'honneur à pas lâcher les élèves, à essayer de trouver la meilleure carte qui soit. Donc après on s'éloigne des sentiers d'un répertoire ou après j'ai des élèves aussi, j'ai un élève là, ça fait 3 ans qu'il essaye de jouer, ça commence à venir juste au bout de 3 ans. Ouais. Parce que hyperactif, apprendre à se concentrer, mais on est là pour ça. C'est pour ça que la persévérance, tu penses que c'est la clé ? Ouais, passion, je pense que c'est ça. Les rencontres aussi, les rencontres musicales. Ouais. Après, moi, comme c'était ma passion, j'étais très déterminé à travailler. Par exemple, je reviens sur la question que j'avais posée à mon prof. J'ai oublié de donner la réponse. J'ai dit on peut en faire notre métier. Puis il me dit oui, c'est possible. Et la question ne s'était jamais reposée. C'est-à-dire que moi j'avais compris que la route était tracée devant moi. Donc dès le début tu voulais être pro ?
Voilà, et en fait, mon prof m'avait dit, tiens, bah, tu sais, bon là, au niveau que tu en es, il faut travailler 2 heures par jour. Donc je travaillais 2 heures par jour en rentrant du collège. Et puis quand j'étais au lycée, mon prof il dit, là, tu vas passer ton DEM, ton diplôme d'études musicales ou ta médaille d'or. Donc du coup, bon, bah tu sais, les grands musiciens travaillent entre 4 heures et 8 heures. Ce serait bien que tu fasses 4 heures. Alors je travaillais pas 4 heures tous les jours, hein, Ouais. mais je finissais tard, mais j'avais une passion, je jouais quand même bien entre 2 et 3 heures, quoi. Enfin, Ouais. Comment t'arrivais à associer les études avec ça? alors le truc c'est que, tu vois, par exemple en jazz ou en musique classique, tu as les CNSM qui existent, hein, à Lyon, à Paris, mais pour la Vielle-à-Roux, ça n'existe pas. Donc du coup, parce que mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a fallu que je reste à Bourges aussi parce que les médailles d'or, enfin les diplômes, on pouvait pas les. Ouais, j'aurais pu le passer peut-être à Montluçon ou à Limoges, hein, parce qu'il y avait les cours, ou à Nevers. Hein. Dans toutes les grandes villes du centre-France, il y a des cours. Ouais. Cette chance-là, c'est maintenu. C'est pas tenté à disparaître, mais il faut soutenir voilà toutes ces classes. Et du coup, en fait, à l'école, comme je travaillais plus mon instrument, parce qu'il y avait pas que je jouais aussi en concert. Donc Ah oui. à l'âge de 15 ans, 16 ans, je commençais à jouer tous les week-ends en balle, un petit peu de concert, un tout petit peu, et c'était très actif. Donc du coup, je m'intéressais aussi à la lutherie. Ouais. Tu vois, fabrication d'instruments, comme il y a des luthiers ici, et je savais pas si je voulais faire musicien pro, entre guillemets, mais il fallait que ça ait un lien avec l'instrument. Et en fait, j'ai passé un bac, parce que pour faire ébénisterie, il fallait faire, pour lutherie, il fallait faire ébénisterie, Mhm. il y avait qu'une classe au Mans, mais comme je passais ma médaille d'or, bon, bah, j'ai fait bois et matériaux associés, tu vois, le truc qui a rien à voir, mais ça m'a appris comment dire, à faire quelques réglages pour mes instruments. Si j'ai Ouais. besoin, je peux bricoler des choses, je peux Mhm. fabriquer des chiens, voilà, des clés si besoin, enfin bricoler des choses. Et puis après, j'ai juste passé un bac pro à l'arrache pour valider. Je voulais quand même avoir le bac. Et puis ça m'a permis après, alors ce que j'ai fait après, c'est que après mon bac, j'ai passé ma médaille d'or en même temps. Après, il a fallu faire ce foutu service civil, donc je l'ai fait. Tu l'as fait où? Je l'ai fait, d'ailleurs c'était super sympa, c'était, donc comme j'étais à Bourges, j'ai oublié le nom d'une association, c'est une association de réinsertion, D'accord. donc du coup on bossait, on travaillait le bois, moi j'étais magasinier, Ouais. donc je faisais encore des concerts en plus le week-end Ouais. à ce moment-là, donc C'est une expérience qui t'a appris quoi? à être proche des gens, parce que c'était une asso de réinsertion qui était comment dire, au Gibjon à Bourges. D'accord. Donc du coup, il y avait toutes les classes sociales. Hein. Ouais. Et donc du coup, des fois, ça m'arrivait aussi de sortir à la Vielle, de jouer un peu, voilà quoi. T'es quelqu'un qui aime bien le lien social? Oui, je crois que j'aime les gens en fait. Ouais. D'où l'instrument qui fait danser, en tout cas. Ouais, puis aussi mon prof, la musique, les festivals apportent ça. Enfin, en tout cas, la musique traditionnelle, ou il y a d'autres musiques, tout ce qui est associatif, on est proche des gens, mais je passe pas mal de temps, tu vois, sur Internet, des fois, à filer des tutos aussi. Je fais des tutos, Ah ouais. comment dire, des tutos d'instruments où ouais, je sais pas, il y a une sensibilité qui est là. Je pense que mon prof il y est aussi pour beaucoup, puis c'est aussi ma nature, mais voilà. Ouais. Ton prof d'avant? Ouais. Ouais. Maintenant, t'en as plus. Oui, non, j'en ai plus. Non, on est en lien, tu vois, on rejoue ensemble. Ouais. Ça, c'est cool. Mm. Ouais. Je voulais qu'on aborde, Greg, les concerts, Ouais. parce que t'en fais beaucoup. La reprise, là, c'était, je sais plus, 10 dates par mois, plus 2 masterclass. Ça a été costaud, là. Je suis content d'avoir une semaine de repos. Ouais. Et la reprise, là, c'est infernal. L'agenda est blindé jusqu'à décembre de l'an prochain. Donc tu fais des concerts seul ou en groupe? Alors, je fais des concerts seuls et des concerts en groupe. Quelle est la plus grosse différence, d'après toi? En groupe, tu partages et tu conçois la musique à plusieurs, tu as une autre énergie, ton rôle de musicien est différent. Des fois, tu es le lead. Dans les musiques qu'on fait, comme on fait de la mélodie, on amène la cadence et la mélodie. Et, les autres peuvent amener l'accompagnement, mais là, il y a
Des fois, c'est aussi inversé. Il y a des groupes où j'accompagne sur certains projets. Puis, il y a le côté humain, quoi. Et puis après, seul, je dirais que c'est un peu un autre moment avec le public, quoi. T'es tout seul avec lui, tu te poses. C'est plus intime, je dirais. Ouais. Alors après, moi, j'ai 2 programmes en solo. J'ai mon concert solo qui est plus sur l'apnée, qui s'appelle Osmose. Donc ça parle de plongée en profondeur. C'est un morceau que j'ai écrit suite à de la plongée il y a 2 ans. Et puis il y a un solo, musique traditionnelle Berry, qui est plus un concert. Enfin, j'ai sorti un album, j'ai eu une demande de la part d'une association, la EPEM, qui fait des CD de répertoire. Et j'ai eu cette commande il y a 1 an, donc ça a été enregistré après le premier confinement. Et du coup, j'ai eu juste un concert comme ça où c'est des morceaux d'une ère culturelle. Donc là, c'était Le Cher et du côté Sancerrois et Vierzonais. Un tout petit peu de l'Indre, mais comme je suis natif de là-bas, j'ai pris ce répertoire-là. Et il y a eu 2 concerts pour l'instant. Donc c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qui me plaît. Avant, je faisais beaucoup de choses, plutôt pas d'avant-garde, mais de projets modernes. Et puis là, je suis dans une période, là, depuis 2 ans, où je travaille les musiques que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je commence à travailler la musique ancienne aussi. Donc j'ai des instruments qui sont en commande pour ça. J'en ai un à la Châtre, chez Sébastien Tournic, un jeune luthier qui fait plusieurs instruments, qui fait des grandes vielles comme ce que je joue, ce que tu as pu voir là, avec celle avec laquelle j'ai enregistré le générique. Ouais. Et puis une toute petite vielle plate que tu as dû voir. Puis j'ai aussi une grande vielle, c'est un modèle spécifique pour moi, que m'a fait Philippe Mounier. Et là, elle est en construction. Donc c'est un modèle électrique et puis qui peut marcher aussi en acoustique, plutôt léger. Je voulais aborder une idée lors des concerts. Quand tu joues tout seul, t'es plongé dans l'œuvre ou t'es à l'écoute de la salle quand même ? Il y a tout. Il y a tout parce que je suis avec les gens. Et avant, c'était déjà avec les gens aussi. Mais c'est-à-dire que j'oublie tout. C'est un moment où autant je peux faire le guignol avant. Enfin, maintenant avec l'âge, je commence à me concentrer sur les concerts avant de jouer. Parce que avant, t'étais plus volubile ? Je cause toujours un peu, tu vois. Donc, mais depuis que j'ai fait Osmose, je suis vraiment concentré dans le souffle. Donc, je suis statique. Avant, je bougeais. Partout, enfin sur scène, je bougeais beaucoup. Et puis là, je suis dans une espèce d'écoute de ce qui sort de l'instrument. Et puis, c'est comme si j'écoutais ce qui se passait. J'ai toujours cherché depuis mon premier album solo avec cet instrument, le grand instrument, comme ça change de tonalité. J'ai toujours essayé de sentir, de ressentir les vibrations de l'instrument, parce que comme tu l'as sur le ventre, ça résonne. Et puis comme c'est pas un soufflant où tu vas faire des nuances, il y a toutes les. Tu sais, on dit des fois le ventre c'est un peu le second cerveau, enfin le centre des émotions. Dans l'apnée, c'est absolument ça. Hein. Tu ressens l'envie de respirer, c'est ton ventre qui te le dit. Je t'expliquerai ça après, mais du coup, c'est par ce ressenti-là et par l'écoute de l'instrument, et les tonalités, j'oublie tout. En fait, j'essaye de jouer le plus détendu possible. Donc, ça fait que il y a une alchimie qui se fait entre les 2 mains, le corps, où tout semble évident. Ouais. Après les morceaux, il y a des fois il y a des improvisations. Et là sur le dernier concert, il y a c'est des morceaux. C'est des morceaux la plupart que j'ai composés en acoustique et après j'ai traité le son en électrique. Alors après il y a 1 ou 2 morceaux où j'ai besoin vraiment d'avoir l'électricité, mais c'était vraiment des premiers ressentis et du coup avec les gens je leur donne des petits exercices de respiration pendant le concert. Ouais, des exercices où tu te relâches en fait. Donc après les gens ils peuvent faire comme ils veulent, mais là j'ai mis des nouveaux exercices de sophrologie dedans. Je suis un passionné de ça, mais c'est-à-dire qu'avec l'apnée, avant de plonger, tu prépares ton corps. Donc tu as un petit peu de yoga, un petit peu d'étirement. Tu sais, c'est un peu comme une sieste l'apnée. Enfin,
Donc du coup, on ralentit le cœur, on fait des étirements. Un apnéiste, il a besoin d'avoir un corps un peu souple, sa cage thoracique un peu souple. Donc du coup, le concert, je sais plus, j'en ai fait un au Châtelet et c'était plus de la conférence sportive entre guillemets. Ah, ouais, ok. Et, c'était un peu l'exercice, donc c'était didactique. Et là, j'ai fait lever tout le monde, je leur ai expliqué comment respirer avec sa cage thoracique et gonfler les poumons à fond. Donc il y a un petit peu d'apnée aussi à faire pendant le concert, des temps légers en fait, et où du coup on cherche à, même si on est plein d'air, on cherche à se décontracter, quoi. C'est plus ça que. Donc, du coup, le concert, ouais, on plonge là-dedans, quoi. T'essayes de lier tes deux passions, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a plein de gens qui me disent, oh, on a envie de plonger maintenant. Donc, au concert, j'ai fait un concert au barrage des Gusons cet été, c'était super. Et les gens étaient dans des transats. Puis, avec tout ce qu'on a vécu, c'était absolument. Enfin, entre les confinements, et puis il y a une espèce de chape de plomb en ce moment. Je sais pas si tu ressens ça. Ouais. C'est vrai que les concerts, c'est chouette, on fait des concerts, mais je vois pas les gens. Enfin, il y a des gens qui pleurent en concert, il y a des gens qui se relâchent, mais il y a une espèce de chape de plomb qui fait que dans les concerts, je vois pas les gens totalement relâchés, quoi. Mais bon, c'est une période à passer. Tu penses que c'est un instrument qui invite à la méditation, la vielle? Mais après, tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Moi, je mets beaucoup de reverb. Je me sers de toutes les musiques que j'ai appris avant et du traitement sonore pour traiter l'instrument en fonction de ce que je vais jouer. Après, si tu joues effectivement que des choses qui sont très dansantes, pourtant mon concert, il y a quand même ce qu'on appelle du plein jeu où il y a toutes les cordes. Moi, j'adore ça, quoi. C'est assez ventral. Mais je pense qu'après, c'est comment tu as composé tes morceaux, comment tu les ressens et comment tu les présentes aussi au public. Après, il y a des gens, des fois, ils peuvent s'imaginer autre chose, quoi. Mais là, ça me semblait évident. Enfin, c'est après chaque sortie de plongée, je rentrais chez moi, j'avais une mélodie. Mais ouais, ça peut être un instrument de méditation, je pense. Ouais, faut juste le traiter. Si on fait vraiment de la méditation, je sais pas, de pleine conscience ou de choses très lentes, ça peut être accompagné avec d'autres instruments. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, en tout cas de la vielle alto, moi je la conçois. Enfin, mes albums, je les conçois un peu comme des méditations. On peut respirer avec, vu qu'il y a différentes tonalités avec les bourdons. Moi, il y a des morceaux, quand je compose, je dis ça va pas, je le ressens pas comme ça sonne pas. Alors, c'est peut-être pas méditatif, hein. T'as des compositeurs qui changeaient les tonalités des morceaux parce que ça brillait à tel endroit. Prends musicothérapie, les musicothérapeutes, alors ça dépend des catégories, hein, mais ils utilisent, je parle plus des sonothérapeutes avec les bols qui vont faire écouter des sons, qui vont aller à différents endroits du corps. Et du coup, la vielle, je la conçois un peu comme ça, mais de manière ludique. C'est une proposition, tout à fait, les gens peuvent se mettre sur le bourdon la tonalité. Ce qui compte après, c'est le ressenti musical quelque part. D'accord. Donc après que tu mettes un diapason à 440, 432, apparemment ça change. Les diapasons baroques, c'est 415. Enfin, après, j'ai essayé différents accordages et puis je suis resté comme ça. Ce qui compte, c'est Sylvain Lacouchy, un musicothérapeute du Limousin, qui est chabretter aussi, cornemuseux, super musicothérapeute. Lui, il expliquait que, j'ai regardé une de ses conférences, il expliquait que du coup, c'était pas forcément le diapason qui allait taper dans les fréquences du corps, mais c'était les échelles de sons que tu allais utiliser, par exemple une pentatonique, une gamme spécifique, tu vois, plus qui va relaxer. Surtout si des fois tu fais de la musicothérapie, par exemple, je sais pas, où les gens jouent d'un instrument, tu vois, des instruments que tu joues. Donc là, on n'est pas forcément dans la sonothérapie où tu es allongé avec les bols ou ce genre de choses. Et moi, j'aime bien ça. Moi, ce qui m'intéresse plus avec ce côté-là, c'est de proposer quelque chose. Et puis, si on fait un truc de musicothérapie avec des gens, ou si je devais amener à être musicothérapeute plus tard, c'est un truc auquel je peux aussi penser, parce que la vie peut changer. Du coup, je pense que c'est ce ressenti-là qui me plairait, quoi. C'est d'amener la personne à se décontracter. En stage, tu vois, par exemple, on fait des exercices d'étirement, parce que la vie à la roue, c'est un peu un nœud à muscles. Et les stagiaires, ils sont souvent, ils sont serrés, tout ça. Donc, je leur apprends à décontracter les épaules, les tempes, tu vois, des automassages, un peu comme le Systema. Enfin, des clés que j'ai appris à l'apnée ou au yoga qui me servent, pendant le confinement, tu vois, j'ai travaillé avec les IME, avec Marie Desneiges, qui est animatrice
à la CCI à Issoudun, les artistes dont les concerts étaient annulés, ils les ont fait venir dans les classes. Moi, j'ai eu les IME, donc ce sont des enfants qui ont l'âge mental, pourtant ils ont un ressenti de dingue, l'âge mental est plus jeune que leur âge. Et donc on a fait des séances d'apprendre à respirer pour se canaliser. Donc on faisait des apnées sur la BAM, je leur ai appris comment faire de l'apnée, comment échauffer le corps aussi, enfin tu vois, être bien dans son corps. Après on les a mis en mouvement, on les a fait danser sur des rythmes, après on leur a fait jouer de la musique. Voilà, c'est un peu ma musicothérapie à moi, c'est des liens, des choses qu'on apprend et puis qu'on transmet pour se sentir bien, c'est accessible à tous en fait. Ouais, super. C'est un peu comme la cohérence, tiens, un petit exercice de cohérence cardiaque, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent, mais 5 minutes par jour de 5 secondes d'inspi, 5 secondes d'expi, voilà, tranquille, 5 minutes. Et puis après, tu fais un deuxième 5 minutes où tu fais 5 secondes d'expi, un tout petit temps d'apnée, de rétention, 2 secondes, et tu vas souffler 10 secondes, voilà, ton expi. Plus tu vas souffler expirer longuement, ton cœur il va ralentir. Donc du coup, tu vas sentir ta respiration et faut être attentif par contre à ta ventilation et tu vas sentir ton corps se reposer quoi. C'est comme après un temps où tu lis un livre et puis tu te poses pour ressentir. C'est un peu comme quand tu vois une œuvre d'art ou un truc comme ça. Enfin, les ressentis sont différents, mais et sinon il y a des respirations aussi qui sont chouettes comme ça, la respiration calmante. Alors, c'est super simple à faire, c'est 3 temps d'inspi et puis 6 temps d'expiration, pareil pendant 5 minutes. Alors ça, tu peux le faire dans l'eau. Si tu vas à Balzaneo, tu fais ton inspi et puis après tu mets la tête dans l'eau, tu fais juste des bulles pendant 6 secondes. Puis après tu peux monter en échelle, tu fais 4 8 5 10. Voilà. Et tu verras, tu seras bien parce que on a des capteurs sur le visage. Enfin, c'est ce que dit mon prof Jean-Jacques Gauthier. Il m'a expliqué ça. C'est que avant l'immersion, quand tu es dans l'eau, nous on respire pendant 10 minutes avant de faire en entraînement pour préparer notre corps à ce que le cœur soit lent et le corps calme. Et en fait, on a des capteurs, donc un peu comme les dauphins, enfin le concept de l'Homo delphinus, comme cite Jacques Bailleul. Et ben, nos capteurs sur notre visage, une fois que tu as la tête dans l'eau, ça lui donne l'information que tu vas plonger ou que tu peux être en apnée. Donc notre corps, il s'adapte à ça. D'accord, voilà. super. Intéressant. C'est génial. Ouais. Donc voilà, un petit exercice de détente dans l'eau. Sympa. Pour finir avec les concerts et avant de parler apnée, est-ce que tu as eu des mésaventures toi en concert ? Ouais. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment tu t'en es sorti. Oh, j'ai eu il y en a plein des anecdotes. Ouais. Sortie de confinement, par exemple, c'est la première fois que je jouais Osmose. Avant le confinement, j'avais dû jouer 1 ou 2 fois dans une petite salle. Et puis donc à Pita à Bourges où tout se passait bien. Et puis quand c'est des petites salles, là j'emmène les gongs, j'emmène des loupes, je fais des impros un peu plus longues, tout ça, tout se passe bien. Et puis là je fais un concert organisé par le Grand Barbichon, donc mon tourneur, avec un autre groupe, avec Chiak Boom version octet. On fait la salle, le Palais des Congrès de Parthenay. Là il y a un super festival qui s'appelle De Bouche à Oreille. Fin juillet et là du coup là il y a juste deux jours de concert avec la jauge, voilà. Et puis quand t'as fait 2 mois confiné, que t'as pas fait de concert, pourtant je jouais tous les jours, j'étais hyper actif sur les réseaux. Donc j'avais répété mon concert, tout ça, je connaissais mon concert par cœur. Et puis j'arrive dans la salle, super éclairage, et puis tu te retrouves dans une salle où les gens sont masqués, mais c'est pas le problème parce qu'on était super content de voir les gens. Et ambiance, lumière, je commence à parler de respiration, je raconte mon histoire, parce qu'il y a tout a vécu cette période de ma vie, c'est une période forte. Et puis le concert aussi, et puis je commence à jouer. Et puis donc je dis on part en Atlantique, le Mascaret, la Gironde. Je lance le morceau, je lance très bien la première partie et la deuxième je répète 4 fois un motif, impossible de décrocher. Là, ça arrive en concert, hein,
Quand tu loupes un truc, tu peux t'arrêter, ça arrive en Oui. musique classique, machin, on va reprendre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout arrêté. C'est rare, hein, des fois tu peux filer, hein, tu fais une fausse note, tu la répètes pas, c'est pas grave. Et là, je fais mon truc, je bloque, je dis, je suis désolé, je suis tellement content de vous voir, je suis perturbé, c'est l'émotion, j'ai les larmes aux yeux. Et hop, je suis reparti, j'ai recommencé. Les gens ont rigolé, mais c'est le but du. Mais en plus, moi, je trouve que ce concert-là, où tous les derniers concerts que j'ai fait, comme c'est des petites jauges, les gens sont avec toi, on cause ensemble même pendant les morceaux, enfin entre les morceaux, ça arrive. Donc du coup, je suis reparti comme ça sur mon truc. Puis après, ça a été très très bien jusqu'à la fin. Donc ça, j'étais mort de rire à la fin. Et puis un autre problème technique, par exemple, une fois, je jouais à Valençay et ce soir-là, j'ai été tombé sur un stock de cordes. Première corde de vielle, c'était du nylon avec de l'acier par-dessus. Je suis obligé d'avoir des cordes d'acier pour mes micros, c'est les micros de guitare électrique que j'ai dessus. Et puis là, la corde s'effiloche et au coup d'ongle, en changeant le coton. Alors là, je commence à jouer, plus de son. Je dis je dis au copain, fais un morceau, j'ai changé la corde. Normalement, c'est quand tu changes une corde de vielle, t'en as pour une semaine de stabilité. Et là, comme c'est des cordes métal, ça va. J'en monte une deuxième, et là, bim, rebelote. Bon, il m'en restait plus qu'une, donc la troisième corde a tenu, mais il m'a fallu au moins, ça a duré un quart d'heure l'histoire, quoi. Pendant un quart d'heure, j'ai un copain qui joue en solo. Problème de mémoire, il n'y en a pas tant que ça. Tu l'as travaillé ta mémoire, toi? Oui, forcément depuis tout petit, parce que comme on joue des centaines d'airs quand on joue d'oreille, on la travaille comme ça. Et par contre, j'essaye de la travailler aussi sur. Je trouve que j'ai une meilleure mémoire aussi depuis que je fais, depuis qu'il y a des temps calmes justement avec la méditation, ce genre de choses. Mais je commence à faire des exercices justement de chiffres ou de lettres pour se souvenir des fois de prénoms. Quand tu as 15 stagiaires que t'as pas les étiquettes là donc je fais des exercices comme ça. Tu pourrais nous donner un exemple d'exercice que tu fais? Des fois je prends les deux initiales, ou quand je vois un auteur connu, je sais pas, j'essaye de prendre de prendre des initiales et puis de mettre la première voyelle qui va avec. Mais après je fais par exemple quelqu'un qui s'appellerait je sais pas, Constant, je vais faire CO avec le prénom. Mais des fois ça m'échappe aussi. Mais c'est vrai que la mémoire, c'est un truc à travailler, c'est très intéressant. Je voulais qu'on parle un peu, pour finir, apnée. Si tu veux. Je voulais savoir comment tu avais découvert cette discipline. Bon, je suis un enfant du Grand Bleu, moi. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Pourtant, le film ne reflète pas forcément la fin tragique qu'on pourrait avoir. Je suis un passionné de Mayol. D'ailleurs, il a une histoire tout à fait passionnante. Et du coup, quand j'étais petit, mon père m'avait acheté des palmes, un masque et un tuba, parce que j'avais vu des mecs en faire. Je suis un passionné de la mer. Et puis j'avais fait un baptême de plongée quand j'avais, je sais plus, 18 ans, mais que je n'aurais pas dû faire parce que comme je suis asthmatique, c'est pas la bouteille, c'est pas recommandé. Si tu as une obstruction réversible, la bulle d'air, elle peut rester coincée dans le poumon. Donc ça, j'y ai pas droit. Donc j'ai fait un baptême en bouteille, c'était fort sympa. Et j'aimais bien faire 1 ou 2 longueurs en piscine quand j'étais gamin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, j'ai rencontré Cecilia Santa Maria de la compagnie Besukuna, compagnie de danse à Châteauroux. Qui était au Chauffoir avant. Là, ils ont eu quelques articles il n'y a pas longtemps. Et Cécilia, on est très copains. Et puis elle m'avait dit, je danse, j'aime beaucoup la danse aquatique. Donc elle m'a envoyé des vidéos de Guillaume Néry, tu vois, un des champions du monde, où et sa femme, ils font des performances filmées et dansées. Et j'avais vu ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis en pleine période, j'étais aussi en burn-out. Je tournais à une période d'un projet que j'ai lâché. J'étais plus du tout dans ma musique, puis je savais plus où j'étais. Et donc du coup, puis à cette époque-là, j'avais le palpitant cardiaque qui tournait. J'étais à 60 heures de vielle par semaine. Je faisais les cours au conservatoire. J'avais les tendinites, il y avait aussi toutes les pressions. Il y a eu un passage compliqué aussi à ce moment-là. Et du coup, on conversait avec Cécilia. Et puis en fait, en septembre 2015, j'avais commencé à me dire, bon là, il faut absolument
j'avais une bonne bedaine, tu vois. Enfin, j'avais le truc, j'étais à 80 kilos. J'étais pas bien, voilà. 8 doses de broncho dans la tronche, 8 doses de ventoline par jour. Donc bon, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Ça va pas. Et donc j'ai commencé à aller à la piscine à vagues, et puis j'ai commencé à nager, faire une petite longueur. Je regardais les tutos sur internet. Après l'apnée, les grosses distances, faut surtout pas faire tout seul, parce que tu peux avoir un accident. Voilà, et du coup, bon, la longueur de 25 mètres, voilà, mais je sentais que ça me déplaisait pas. Et puis en fait, donc les mois ont passé, il y avait les tournées, ça arrêtait pas. Et puis j'avais un week-end, tu vois, les week-ends chez un intermittent, c'est rare. Bon, après on se repose aussi en semaine, hein, mais sur des rythmes comme ça. Voilà, c'est en ce moment, tu vois, par exemple, c'est trois concerts par semaine plus les cours, donc je travaille 4 jours plus la route la nuit, donc tu vois à peu près le rythme il faut récupérer aussi, quoi. Et donc du coup, dans cette période-là, j'ai un week-end où j'ai rien. Et puis là, je cherche une piscine, en fait, pour faire une performance avec Cécile. Il y a une performance filmée, dansée, mais il faut apprendre aussi l'apnée. Du coup, je me dis, ah oui, il y a tout ça quand même qu'il faut faire. Et puis, je vois une piscine, donc une fosse, qu'on appelle une fosse de plongée. Donc, c'est entre 6 et 20 mètres de profondeur, un tube en béton. Et du coup, je tape sur Internet, je vois Chartres, et puis je vois une piscine à Montluçon, à Saint-Victor. Mhm. Le centre aqualudique de la Loue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, c'est incroyable. Je dis, il y a une piscine là. Oh, c'est fou ça. Et puis, je vois une vidéo sur YouTube. Un mec qui descend, un mec qui fait de la valse dedans et tout. Je dis, mais il faut que j'aille là. Donc, j'appelle le vendredi, je crois, ou le jeudi ou le vendredi. 9 avril 2016. Voilà, je me souviens bien de ça. Et j'appelle. Et puis j'ai un rendez-vous pour un baptême de plongée. Voilà, baptême d'apnée. Donc je vais là-bas, j'arrive avec mes palmes, mon masque, mon tuba. Et puis là, il y avait que des plongeurs. Il y avait des bulles dans tous les sens, un truc de fou. Et puis je tombe sur The Prof, la personne qui m'a appris à respirer, qui m'a sauvé de tout ça. Jean-Jacques Gauthier, voilà, qui est prof d'apnée et puis en bouteille à Montluçon, il a 70 ans, super monsieur. Et puis il me dit, bon bah déjà avant de plonger, je lui dis voilà, ce serait pour faire de la danse. Il me dit oui, c'est possible. Il me dit on va faire un baptême. Et puis il me dit bon bah avant on va faire un peu de yoga. Donc ça je pratiquais un petit peu. Et puis il m'a dit on va faire tout ce qui est pranayama, donc respiration alternée, et un peu de méditation, un combiné en fait. Mhm. Et donc du coup là déjà je me sens bien, je suis bien détendu. Et puis après il me fait plonger 6 mètres, 9 mètres tranquillement. Ouais, tu répètes plusieurs fois. Il t'amène d'abord, par exemple, poumon vide. Tu vas vider tes poumons au départ, et puis il te met dans 20 cm d'eau en te faisant comprendre que ton diaphragme, il va faire des petits mouvements, et tu vas avoir des déglutitions. Tu vas avoir envie de respirer. Et là déjà, c'est le premier truc qu'il t'apprend à faire. C'est-à-dire que il te met déjà, au lieu de te faire une apnée, poumon plein, il te met dans une situation où tu vas essayer de te déstresser en comprenant le signe de l'envie de respirer. Pas quand c'est dangereux, mais après quand tu es poumon plein, bien sûr c'est différent. L'envie de respirer arrive un peu plus tard. Donc là, il te fait comprendre déjà d'entrée de jeu comment ça fonctionne. Et donc, je lui dis, et je dis, ça pose pas de problème quand on est asthmatique et tout. Il dit, ah non, tu vas voir, ça nettoie tout, ça nettoie l'esprit, ça nettoie le corps, ça nettoie les maux. Et en fait, quand tu plonges, t'as l'impression d'être, quand t'es en profondeur, quand t'as le corps qui descend. Donc ça fait vraiment ça dans l'apnée verticale, pardon. Ton corps, au bout de 10 mètres, il descend tout seul, et t'as l'impression d'être dans le ventre de la mer. Et donc, comme t'es obligé de subir la pression de l'eau, compenser avec les oreilles, tes poumons rétrécissent quand tu descends. Donc tu fais des recharges d'air, tu remontes l'air dans la bouche. Et après tu fais Frenzel, c'est une méthode où la langue elle va envoyer de l'air
dans les oreilles. Et du coup, tu es obligé de penser à tout ça. Donc ça se fait en plusieurs étapes, bien évidemment. Après, tu as des gens qui descendent à 20 mètres du premier coup. Et lors de tes premières descentes, t'as peur, t'as envie? Là, quand tu vois la fosse au fond, ça fait un peu peur, mais tu as envie d'y aller. Après, tu as une corde sur laquelle tu peux descendre aussi à la main, tu vois, en te tirant. Tout doucement, donc c'est vraiment en douceur, quoi. Nous on fait tout ça en douceur, donc il y a une appréhension, il peut y avoir des appréhensions, des fois les peurs c'est plus la compensation, c'est plus les oreilles, mais tu vois, faut avoir les sinus qui sont bien débouchés, pas de polypes, mais il peut y avoir une peur de la profondeur. Lui après, Jean-Jacques il nous a appris à descendre les yeux fermés, tu vois, donc quand on plonge avec les copains à la Graule, à Vers-et-Gurande, c'est une carrière qui fait 40 mètres. Donc après, le fil, on le met à la distance souhaitée, bien évidemment, dans nos capacités. Tu plonges, t'es quand même dans le noir, donc tu as une lampe, mais tu regardes le bout. Mais nous, on a appris le fait d'apprendre à descendre les yeux fermés, d'être vraiment dans son ressenti, ça te permet de faire attention à tes contractions, à tes oreilles. Il faut être le plus décontracté, ça apprend le relâchement. Et en fait, ce qui se passe au début, quand tu plonges, il y a un effet psychologique aussi qui fait que c'est comme une renaissance, quoi. Quand tu sors, la remontée, quand tu es descendu, après il faut palmer. Donc quand tu descends, tu vas avoir des spasmes, et puis quand tu vas remonter, tu vas avoir aussi des spasmes, l'envie de respirer. Mais ça se contrôle. C'est-à-dire que c'est par l'exercice hypoxique, c'est-à-dire des petits exercices qui font que tu augmentes ta résistance au manque d'oxygène, parce que le CO2 monte. Donc du coup, c'est aussi un stress chez l'apnéiste de ne pas respirer. Par contre, après, le corps, il est habitué. Donc après, c'est quelque chose qu'on entretient tous les jours. Donc en fait, sur les premières plongées, il y a comme une renaissance, quoi. Moi, je pleurais pendant 1 heure. Je savais que c'était la clé de la guérison, quoi. Cette sortie de l'eau, c'est le meilleur moment? Le meilleur moment, je dirais, c'est quand ça glisse, que ça descend, et c'est quand on sourit aussi intérieurement, quand on sourit, quand on va dans l'eau. Je crois que tout moment est bon. Le moment aussi, on a envie de respirer. Il est plaisant parce que on peut aussi, tu sais que tu peux durer encore un petit peu, mais le plaisir, il est aussi, je crois qu'il est partagé dans différents moments, quoi. La descente ou l'envie de respirer à un moment où tu vas dire je relâche mes cervicales, parce qu'en fait tout le stress se fout dans les épaules, quoi. Dans les tensions dans le cou, ou après ça peut être aussi des pressions dans les muscles. Donc du coup il y a ce moment-là, puis après quand tu ressors, c'est génial, quoi. En fait t'as qu'une envie, c'est de bien faire les choses pour y retourner en respectant ton corps. Je crois que en fait après on essaye de pousser un petit peu les choses dans les exercices, je dirais. Après, ce qui est bien, c'est une bonne apnée, il faut la faire avec plaisir. Après, nous, je fais un petit peu de compétition, mais plus pour la rencontre, et puis pour valider un peu comment je ressens mon corps. Parce qu'en fait, nous, on veut pas d'accident, donc avec les apnéistes. Donc du coup, je me suis inscrit au CSC 36, au club de Châteauroux, pour pouvoir en faire toutes les semaines, mais sur un niveau confirmé. Donc avant le confinement, je voulais préparer mon degré initiateur. Pas forcément pour encadrer, mais pour valider quelque chose. Et puis quand il y a un encadrant qui n'est pas là, ça permet de filer un coup de main aux débutants. Ça, c'est un peu ça l'apnée, on partage vraiment les petits trucs de chacun. Du coup, je fais mon cursus avec Nico Marcelin. Enfin, on est 5-6 apnéistes confirmés. Puis il y a aussi une douzaine d'apnéistes qui sont très très bons aussi. Et donc nous, le mercredi, les entraînements durs sont le mercredi, et le vendredi, c'est plus avec différents niveaux. C'est tous les niveaux, donc on s'encadre les uns les autres. Je te coupe, mais pour quelqu'un qui voudrait commencer l'apnée, il doit quand même avoir une mini formation de respiration avant de commencer? Ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps, parce que du coup tu prépares ton corps avant, puis après tu fais des demi bassins, tu apprends à ventiler, tu as tes protocoles d'avant d'apnée. Par exemple, quand tu sors d'apnée, tu as un protocole qui est obligatoire, c'est 3 respirations, tu vois, tu ventiles 3 fois pour remettre ton niveau d'oxygène, parce que sinon c'est là où tu as l'accident, quoi. Tu as une syncope parce que tu es bourré de CO2. Et puis tu apprends aussi tous les codes de la sécurité, c'est-à-dire que par exemple un apnéiste qui fait des bulles sous l'eau, si c'est pas choisi, si c'est sur une performance qui est annoncée et donnée, tu sors la personne de l'eau, parce que c'est qu'il y a un problème. S'il part dans une autre direction, c'est pas normal.
Donc tu apprends tout ça. Et par exemple, on fait ah oui, mais l'interview sera pas sortie, mais on fait une initiation vendredi. Il y a des initiations des fois. Il y a des passes apnées en fait. C'est 3 cours d'apnée. Tu vas faire un peu de statique. Donc là, tu bouges pas dans l'eau. Donc tu as la préparation, c'est une méditation quoi, c'est où voilà pendant différents temps. Et puis après tu as l'apnée dynamique, donc l'apnée verticale. Donc c'est celle que je pratique à Châteauroux. En tout cas, je mettrai les liens sur la page Facebook de Good Ça Berry. marche, ouais. Ah bah ouais, c'est une super équipe. Les passes, il faut contacter le club subaquatique de Châteauroux. Les profs seront, enfin les encadrants pardon, seront ravis de vous accueillir. Et toi, quand tu descends, tu penses à quoi? Tu penses musique? Pas forcément, c'est après. Je pense à rien. Non, c'est après que ça ramène sur des choses, sur des. Enfin, en tout cas, C'est déclencheur après, en fait. Ouais. Par contre, en statique, ça peut arriver de chanter. L'autre jour, j'étais en train d'écouter Big Thief, un groupe américain je suis un gros fan de rock indé aussi. Ouais. Et du coup, j'écoutais une chanson et j'arrivais pas à me sortir de la tête. Et j'avais la chanson pendant l'apnée, quoi. Et des fois, c'est un truc aussi où quand on écoute nos sensations, des fois, on peut les copains qui font soit des mantras ou soit des chansons, ça peut arriver. Grégory, pour finir, j'ai une petite série de petites questions. Ouais. Est-ce que tu as un livre préféré? Un livre préféré. Oh là là, alors si. Là, en plus, j'en ai une pleine pile qui m'attendent. Un bouquin qui est génial de Jacques Mayol, de Umberto Pellizzari. C'est l'apprentissage de la ventilation. Tout simplement, le dernier livre Sagesse de Mathieu Ricard et Christophe André. Voilà, qui parle des différents états psychiques et comment. Puis c'est une vision d'un bouddhiste et d'un psychologue. Et moi j'aime bien. C'est être un peu zen par tout moment. Et puis toutes les questions qu'on peut se poser. Il y a une part poétique et puis un peu thérapeutique aussi dessus. Je trouve ça sympa. Une chanson que tu aimes bien? War is Coming de Jeanne Haddad, que j'adore. Et puis sinon, Live Beating What It Is de Kaki King, qui est une grande guitariste. Voilà, je crois que c'est ma chanson préférée. Et puis dans les mélodies préférées, en mélodie de Vielle, on va dire Île flottante de Valentin Clastrier, voilà, qui avait enregistré avec les Rédemptoristes à Châteauroux dans les années 80. Je t'enverrai le lien, il y avait un groupe, je t'enverrai l'œuvre carrément, œuvre contemporaine avec le conservatoire de Châteauroux dans les années 80, avec Connie Vess à l'époque. Et puis pour la Vielle baroque, c'est Toby Miller et François Lazarevitch pour la musette de cour, pour la musique que j'écoute en ce moment. D'accord, voilà. Ok, je mettrai tout ça. Carrément. Dernière question, Grégory. Quel est ton endroit préféré dans le Berry? Oh, dure question. Bonne question. Dans le Berry complet. J'adore Sancerre parce que je suis né pas loin de là-bas. J'adore tout le coin là, la Brenne. Mais peut-être que mon endroit préféré où je vais pas souvent. Je crois que c'est entre Gargilès et Guzon. La Creuse me plaît énormément. Là, j'ai fait une grosse journée. Je crois qu'il y a notre spot là, que j'adore là, le pont des Piles. Voilà, c'est là où on plonge avec les copains. Mais Fréline, tout ça, j'ai envie de découvrir un peu plus. Voilà. En tout cas, merci Greg pour cette merci discussion. à toi. On était bien sur les marges du couvent des Cordeliers ici. On fait travailler notre fraîcheur. Exactement. Voilà. Je te remercie encore pour le générique. C'est un cadeau extraordinaire. Je t'en prie, tu l'utilises quand tu veux. Hein. C'est ton morceau. En tout cas, il était sur ce podcast au début et à la fin. Ouais. Donc merci beaucoup. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le monde merveilleux du web et des réseaux sociaux ? Alors, sur le monde merveilleux du réseau social, j'ai une page perso, on va dire, sur le site du Le Grand Barbichon Prod, qui est notre producteur, une association aussi, où il y a tous nos groupes et on a chacun une page. Donc, il y a les dates
qui sont à jour. Et puis dessus, il y a nos projets de musique qui sont au Grand Barbichon, voilà. Et puis sinon après, pour les vidéos, il y a soit la page Grégory Jolivet sur YouTube, voilà, je mets quelques vidéos de temps en temps. Et puis sur Facebook, via l'Alto électrique, tout simplement, voilà. Et puis aussi sur SoundCloud, voilà. Je réponds généralement. Après, il y a entre les différentes boîtes mail entre Facebook et le. Si des fois c'est pour un concert, vaut mieux contacter directement le Grand Barbichon Prod. C'est plus simple pour voilà, pour s'occuper de tout. Enfin, moi, je m'occupe de l'artistique, mais pour tout ce qui est prise de contact, voir les différents groupes, ça peut se faire avec le Grand Barbichon. D'accord. Avec Sébastien Berthet. Ok. Le prochain concert sur 2022 ? Alors le dernier déjà c'était à Aiguzon et c'était très très sympa. Le prochain ça sera à la salle Saint-Cloud le 7 janvier avec le Grand Barouf. D'accord. Voilà. Et l'album est sorti il y a 2 mois. Il est tout frais, tout beau. Et donc tu interviens sur l'album ? Ouais. Et là on a joué à No Border il y a 15 jours. Non, la semaine dernière, qu'est-ce que je dis ? Mercredi dernier, on a joué à Brest dans la célèbre salle Le Vauban, salle de rock. Ok, merci en tout cas Grégory pour cette conversation inspirante. Merci beaucoup Stéphane. Et puis à bientôt sur scène. Ou au bassin, je t'attends. Oui, ok, j'arrive. Salut. Salut. Voilà, c'était le dernier épisode de l'année 2021. Je voulais remercier mes 33 invités qui ont animé ce projet cette année d'une main ou plutôt d'une voix de maître. Je voulais également vous remercier de suivre Goodberry Podcast. Il y a plus de 3000 téléchargements et écoutes. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous retrouve en début d'année 2022 avec des invités incroyables. Ça va démarrer très fort. Je laisse Grégory Jolivet clôturer cette année avec sa belle reprise du générique. Une version vidéo sera d'ailleurs prochainement sur les réseaux. Portez-vous bien et inspirons-nous.